Dernier exposé de la matinée, c'est sport et réconciliation. Juste avant que Jean-Christophe Meyer installe son matériel, le premier match de football entre la France et l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, a eu lieu en 1932. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 14 ans pour que les deux équipes nationales se rencontrent enfin pour un match de football. Au stade de Colombes encore, pour ceux qui connaissent effectivement la région parisienne. Il a fallu nettement moins de temps après la Seconde Guerre mondiale pour qu'on ait le même résultat, c'est-à-dire une rencontre France-Allemagne. Elle a eu lieu tout de suite au début des années 50, c'est-à-dire quasiment un an après la naissance de la RFA, ce qui montre aussi qu'à travers le sport, ce n'est pas une découverte, on peut faire du politique, de la réconciliation, de la diplomatie, et c'est ce que va essayer de faire Jean-Christophe Meyer. Vous avez la parole. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, dans le cadre du panel « La réconciliation franco-allemande, un modèle », j'aborderai quelques aspects de la thématique au prisme du sport et plus particulièrement du football de l'élite professionnelle. L'approche retenue ne signifie nullement que l'importance des sports individuels ou de la pratique amateur m'échappe. C'est principalement le manque de temps qui prescrit de procéder de la sorte aujourd'hui. Alors, rapidement le plan et tout de suite une petite définition du sociologue Paul Lyonnais. Alors, en effet, si c'est bien le match de football organisé dans le grand stade qui retiendra mon attention, je suis pleinement conscient du rôle essentiel assigné aux manifestations de sport amateur de toutes sortes, se déroulant dans le petit stade, celui de la pratique amateur, celui de la pratique quotidienne, notamment dans le cadre des initiatives visant à promouvoir et à célébrer la réconciliation franco-allemande. Je pense tout particulièrement aux rencontres sportives organisées dans le cadre d'échanges scolaires, de jumelage ou de partenariats entre ligues amateurs, notamment en zone frontalière. Durant les années 50, celle où la réconciliation franco-allemande devient manifeste, s'effectue un changement de paradigme fondamental et qui a une importance primordiale pour le spectacle sportif. En termes de mass média, on part de l'oreille à l'œil. Dans le cadre de l'Union européenne de radiodiffusion, on échangeait principalement des enregistrements musicaux en raison de la barrière de la langue. Désormais, et très vite, pour les sociétés publiques de télévision, ceux-ci sont rapidement très largement supplanté par les directs sportifs. Le direct sportif devient immédiatement un concurrent féroce de la manifestation vivante dans l'arène, comme l'illustre à merveille ce dessin de presse du génial Jean-Jacques Sampé paru en 1957. Alors, en France comme en RFA, le direct télévisuel ne s'intéresse pas au spectacle sportif du petit stade. Évidemment, dans le grand stade, la mise en spectacle ne concerne pas que la performance sportive, accomplie sur la piste ou la pelouse. Le comportement des acteurs après l'effort, celui des spectateurs, pendant la compétition et durant les cérémonies protocolaires, produisent moult prises de vue susceptibles d'accéder à une valeur iconique. Je vais prendre juste une seconde pour expliquer la photo de droite. À gauche, vous avez un arrêt sur image du film de Leni Riefenstahl, Olympia. À droite, c'est évidemment une prise de vue qui n'est pas dans le film. Elle aurait trop déplu à Joseph Goebbels, qui était le commanditaire. Et c'est une image qui vous réconcilie avec le genre humain, puisqu'elle montre une amitié authentique, transrace, transclasse, transnationale, dans une arène totalitaire. Et ils resteront amis jusqu'à la mort de Lutz Lang, l'athlète allemand, pendant la campagne d'Italie en 1943. Durant la guerre froide, il y a des images similaires. L'embrassade Alain Mimoun, Émile Zatopek. Alain Mimoun, quand même blessé à Monte Cassino, Légion d'honneur à titre militaire, qui considérait Zatopek comme un frère, et vice-versa. À droite, il y avait aussi l'exacerbation des oppositions entre les pays et le ressentiment. La rencontre URSS-Hongrie à Melbourne a lieu 2 jours après l'entrée des chars russes à Budapest. Pugilat général et puis... le USA Today titre « There was blood in the swimming pool ». Okay. Évidemment, je ne peux pas faire l'économie du Black Power de 68 pour vous montrer tout ce que représente le grand stade en matière de vecteur d'identification.
Et puis, je ne pouvais pas non plus faire l'économie du bras d'honneur de Vladislav Kozakiewicz à l'intention du public soviétique, puisqu'on a ici aussi des participants roumains qui doivent se souvenir de cette époque. Je dirais simplement, pour conclure là-dessus, que face aux protestations officielles de Moscou qui réclamaient la suspension de l'athlète, le gouvernement polonais invoquera un spasme musculaire incontrôlé. Je ne pouvais pas non plus faire l'économie d'une petite digression sur le Tour de France, avant d'aborder le football de haut niveau. Pourquoi ? Parce que dans le système national des sports en France, c'est le Tour de France qui occupe la première place et non pas le football, jusqu'à très récemment, jusqu'à la privatisation des chaînes de télévision dans les années 80. Le Tour de France, c'est la vitrine de la France. Il l'est devenu dans les années 50. Il montre les beautés naturelles, les richesses culturelles et le savoir-faire technologique français au monde entier. Et c'est toujours et encore un spectacle qui compte dans le top 5 des manifestations sportives diffusées mondialement. Alors, au vu du tableau, vous pouvez constater que les Allemands mettent longtemps à revenir dans la grande boucle et qu'ils rentrent uniquement par la porte de derrière de l'équipe nationale luxembourgeoise menée par Charles de Gaulle, l'année où il gagne d'ailleurs le Tour de France. Et cette équipe comprenait aussi 2 Autrichiens et 2 Australiens. Voilà. Par opposition, je soulignerai aussi que l'équipe d'Italie est présente dès la reprise du Tour de France en 1947. Elle est menée par Pierre Brambilla en l'absence d'un Gino Bartali empêché par son employeur de prendre le départ de l'épreuve. Il remportera l'édition de 1948, Bartali avec 10 ans d'écart sur sa première victoire, ce qui constitue un exploit jamais renouvelé. Et ce succès sera fêté dans la presse transalpine comme le retour symbolique de l'Italie dans le concert sportif des nations. Alors, en raison de la proximité quasi obligatoire de l'organisateur de l'épreuve, la société Amaury, et des pouvoirs publics, il faut imaginer, il faut bloquer les routes, il y a la police qui travaille 3 semaines, etc. La télévision est sur les dents, on épuise les personnels pour mettre en image le Tour de France. Alors, on ne peut guère douter du fait que la signature du traité de l'Élysée ait eu un impact direct sur le choix de Fribourg-en-Brisgau comme ville-étape en 1964 et comme première incursion dans le territoire allemand. C'est dans la ville du chancelier Adenauer qu'eut lieu le grand départ l'année suivante, en 1965, donc à Cologne. Je reviens maintenant à la planète foot. Je rappellerai que la FIFA compte plus de membres que l'ONU et qu'une admission en son sein est souvent considérée comme une épreuve ou une étape préalable et importante pour la reconnaissance d'un État. Je mentionnerai juste ici l'existence d'une équipe nationale de Palestine, par exemple. Alors, les rivalités sportives sont bien entendu exacerbées par des conflits politiques entre les États concernés. Ici, vous avez des images d'Angleterre-Argentine. Donc, nul besoin d'être des États frontaliers pour cela. Les rencontres internationales lors de la Coupe du Monde peuvent donc être chargées de ce type de motivation qui peuvent entraîner un engagement physique à la limite ou un mauvais esprit. C'est toujours possible. Entre l'Argentine et le Brésil, il y a une guerre au XIXe siècle. Pourtant, ils se détestent au foot. Voilà. Donc, mais les rencontres de Coupe du Monde sont souvent aussi, et la rencontre USA-Iran en 1998 en France le prouve, l'occasion de se montrer fair-play, de respecter l'esprit du jeu et éventuellement de laisser entrevoir un éventuel retour à une normalité des échanges dans d'autres domaines. Je ne sais pas si vous arrivez à lire quand vous êtes dans le fond de la salle. En tout cas, c'est le tableau de toutes les rencontres France-Allemagne. Donc, M. Schirman a rappelé, je n'y reviendrai pas, qu'il a fallu attendre très longtemps pour avoir une première rencontre. C'était évidemment dû aux tensions et aux antagonismes entre les deux pays. Après la Deuxième Guerre mondiale, il ne faudra que 6 ans pour que les deux fédérations trouvent une date et conviennent d'une rencontre. Je voudrais simplement dire que la rivalité franco-allemande est surfaite sur le plan sportif, concernant le foot, sportif et statistique. C'est d'autant plus vrai si on compare le bilan des rencontres avec celui qui nous oppose aux Italiens ou aux Belges. La France n'a rencontré l'Allemagne ou la RFA qu'à 4 reprises en Coupe du Monde, jamais dans un Euro. Et donc, l'enjeu était simplement et principalement dans ces rencontres dites amicales
un enjeu de prestige. J'ai parlé à plusieurs internationaux dans le cadre de mes recherches doctorales, ils l'ont tous souligné, mais ça va être diminuant à partir du moment où les entraîneurs des équipes nationales vont commencer à changer 5-6 joueurs par match et que ce qu'on appelait en allemand les Länderspiele vont devenir des Freundschaftsspiele, donc des sortes de matchs d'entraînement. Voilà. Alors, après la guerre, la question qui se pose, c'est il faut rejouer avec ou contre l'ancien ennemi. De multiples problèmes se posent dans ce cadre, notamment concernant les prisonniers de guerre ou les joueurs allemands démobilisés. Une carrière de footballeur, ça dure 10 ans au plus haut niveau, qui versaient dans l'amateurisme marron, pour chercher à améliorer leur ordinaire. Il faut se rappeler que jusqu'en 1949, le DFB n'est pas refondé. Donc ceux qui sortaient de la guerre, les soldats démobilisés, quand ils voulaient un peu jouer, ils devaient sortir d'Allemagne pour jouer. Et en Alsace, en Lorraine, on les exclut de la participation au match. Ce n'est pas tout à fait le cas en Angleterre, ce qui vous montre qu'entre bombardés et occupés, il y a quand même une marge. C'est autre chose dans l'appréhension de la réconciliation ou l'acceptance vis-à-vis des anciens ennemis. Alors, le nombre de joueurs concernés était limité, mais leur cas faisait l'objet de vifs débats sur la place publique. Puis vint la question sarroise, centrale à cette époque. Après la Seconde Guerre mondiale, le statut de la Sarre reste flou. Certains membres du gouvernement français rêvent d'annexion. Le football joue un rôle important dans cette affaire car les autres sports, unanimement, refusent longtemps les oppositions franco-allemandes. À partir de 1948, les rencontres sportives franco-allemandes reprennent avec la bénédiction des pouvoirs publics français, c'est-à-dire du Bureau des sports. Ces matchs ont, dans un premier temps, lieu uniquement en Sarre. La venue de sportifs allemands en France reste encore problématique, voire peu souhaitable, face à une opinion publique défavorable. La Sarre joue alors un rôle d'intermédiaire et de zone tampon. En 1948, le FC Sarrebruck est invité à rencontrer l'exempté de chaque journée de championnat de deuxième division. Il y avait 19 clubs, Sarrebruck était le 20e dans la poule. Les matchs étaient considérés comme des matchs amicaux pour les clubs français. Ils alignent généralement leur deuxième ou troisième garniture à l'occasion de ces rencontres contre Sarrebruck, que Sarrebruck gagne pratiquement invariablement. Les matchs ne sont pas annoncés dans les médias. France Football n'annonce ni les matchs, ni les résultats, et dans les classements publiés, Sarrebruck est toujours ignoré. En 1949, le 7 juin, le FC Sarrebruck demande son affiliation à la Fédération française de football. Cette demande, soutenue par le président de la Fédération française, président de la FIFA, Jules Rimet, et par le gouvernement français, est rejetée par les clubs professionnels et la plupart des ligues régionales, notamment celles d'Alsace et de Lorraine. Le Conseil fédéral du 23 juillet 1949, à la quasi-unanimité, vote contre l'intégration de la Sarre et du FC Sarrebruck, pourtant jugé d'intérêt national par le gouvernement français. Mis en minorité, Jules Rimet doit démissionner après 30 ans de mandat. Alors, en 1950, l'année suivante, la fédération... Alors, ça c'est une photo de Rimet. Et voilà, la fédération allemande est autorisée à réintégrer la FIFA. Alors, vous pouvez voir au côté très satirique, sarcastique du dessin de Siro, un génial dessinateur de presse aussi qui officiait dans l'équipe et dans France Football. La continuité des cadres du DFP était sujet à polémique, notamment en raison des manœuvres incessantes de déstabilisation que le DFB avait entrepris pendant la période nazie vis-à-vis de l'organisation fêtière, c'est-à-dire de la FIFA, parce qu'elle était dirigée par des Français. Dans ses rapports moraux des années 50, le président du DFP, Peko Bauens, recensait de manière très précise le nombre de rencontres disputées contre des équipes des pays voisins, de la zone soviétique et des pays ayant subi une occupation de la Wehrmacht durant la guerre. Il y voyait le baromètre de la respectabilité retrouvée du DFB et au-delà de l'Allemagne. Alors, je vais aller au dernier tableau. Vous voyez, si vous arrivez à lire les chiffres, vous voyez que la France, avec quelques 50 rencontres, a quand même 8 fois moins de rencontres contre des équipes allemandes en 51-52 que la Suisse, qui en est à peu près 410, si je lis bien,
À la fin des années 50, la France, elle n'est que le 7e partenaire, et à la fin des années 50, elle n'est que le 5e partenaire. Ce type de tableau disparaît des rapports moraux du président de la Fédération allemande dès que Bauens est remplacé en 1961. C'est dans ce contexte que se dispute France-RFA du 5 octobre 1952. Alors, je pourrais évoquer de multiples détails traités dans la presse et que j'ai recensés dans le cadre de mes recherches doctorales, mais il faut que je reste bref. Et donc, en dépit des discours officiels, je dirais simplement que cette rencontre n'avait rien d'un match amical comme les autres. Elle a déjà retenu l'attention d'historiens des relations franco-allemandes, notamment du professeur Alfred Wahl, qui lui consacra une bonne part de son article « Football et nations en France et en Allemagne », paru en 1995. Alors, on retiendra que les deux équipes s'échauffent sur un stade annexe du Parc des Princes, à l'abri des regards des spectateurs, qu'elles sortirent en même temps du tunnel et que les hymnes ne furent pas joués afin d'éviter tout risque inutile de voir l'équipe de RFA se faire conspuer. Le lendemain de la victoire française par 3-1, de nombreux comptes rendus journalistiques filèrent la métaphore guerrière. La présence discrète de nombreux supporters d'outre-Rhin, pardon, c'est parti trop vite, de nombreux supporters allemands fut soulignée dans plusieurs articles de la presse sportive et généraliste, non sans sous-entendu concernant la propension des Allemands à aimer venir en nombre à Paris et en y prenant leurs aises. En RFA, la presse insista quant à elle sur la correction des joueurs et l'absence de tout incident, en omettant systématiquement en cela de relever qu'un ancien déporté était venu au parc vêtu de son uniforme de prisonnier. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'interviewer Raymond Coppa dans le cadre de mes recherches doctorales. Raymond Coppa débutait en sélection ce jour-là. Il m'a indiqué que les Bleus, donc l'équipe de France, étaient surmotivés et que les dirigeants leur avaient annoncé la couleur de manière lapidaire. Défaite interdite. C'est toujours mieux que Mussolini qui a écrit à l'équipe d'Italie lors de la finale de la Coupe du Monde 38 en France, vaincre ou mourir. Donc, la victoire inattendue contre la Hongrie lors de la Coupe du Monde 1954 est souvent considérée comme l'acte de naissance affectif, émotionnel de la RFA. Elle fut parfois accueillie comme une mauvaise surprise en France. 3 ans après la signature du traité CECA, et en plein débat sur la ratification du traité CED, dans le Figaro, un certain Pierre Faber écrivit dans un éditorial qu'il y voyait la résurgence du danger allemand. Alors, dans ce contexte, des dessins de presse paraissent dans les pages de la presse sportive et généraliste ouest-allemande. Ils assimilent eux aussi les résultats de la sélection nationale à un facteur majeur de la perception de la puissance retrouvée de la RFA par ses voisins, anciens ennemis et nouveaux partenaires. Donc ça, c'est quand même le match URSS-RFA. C'est la diplomatie du football a lieu avant la reprise ou la fondation de relations diplomatiques entre l'URSS et la RFA, avant le premier voyage de Adenauer à Moscou. Je reviens rapidement au tableau pour que vous compreniez. Alors, on ne voit pas très bien les couleurs, mais j'avais surligné en vert léger. Entre 1952 et 1982, il y a 30 ans, hormis le match de classement pour la 3e place lors de la Coupe du Monde 58, l'équipe de France, qui est absente des Coupes du Monde 62, 70, 74, éliminée au premier tour en 66 et en 78, n'arrive plus à battre une RFA qui gagne tous les titres et devient une superpuissance du ballon rond. La défaite contre la RFA en demi-finale d'une Coupe du Monde à Séville, le 8 juillet 62, provoqua une immense déception en France et une résurgence de la figure du méchant allemand. D'une part, une équipe de France sympathique pratiquant un football offensif avait échoué de justesse face à une équipe ouest-allemande beaucoup moins séduisante, mais beaucoup plus expérimentée et truqueuse, notamment quand il s'était agi de s'entendre avec l'Autriche pour effectuer un non-match au premier tour et ainsi éliminer l'Algérie. À cela s'ajouta un indiscutable sentiment d'injustice, car tout le monde, hormis le trio arbitral, avait vu et revu jusqu'à la nausée l'agression de Patrick Battiston par le gardien Toni Schumacher. Tout le monde, y compris les commentateurs allemands, avait condamné ce geste, sauf la commission de discipline de la FIFA que contrôlait le président de la fédération allemande, Hermann Neuberger.
Alors, je rappellerai simplement ici qu'Helmut Schmidt, informé de la teneur des reportages et des éditoriaux consacrés à cet incident de jeu en France, s'était senti obligé d'appeler François Mitterrand à ce sujet le surlendemain de la rencontre. La revanche en demi-finale de la Coupe du Monde 1986 voit s'affronter une bonne part des protagonistes de Séville. Alors, sur le plan du suspense et du débridement contrôlé des émotions, comme dirait Norbert Elias, c'est un non-événement parce que la RFA l'emporte sans trop de péril face à une équipe de France qui rate son match. Alors, j'ai incisé le coup de boule de Zidane dans ce slide parce que même des fautes indiscutables et justement sanctionnées peuvent alimenter des débats polémiques, mais ils sont franco-français en l'occurrence. Ils font une liaison un peu parce que ça a généré beaucoup de publications qui étaient liées aux origines ethniques et sociales de Zinedine Zidane. J'en arrive maintenant, messieurs, dames, à ma conclusion. En 2014, on se retrouve au Brésil. C'est pratiquement juste un match de football, ou presque. Alors qu'il y avait des métaphores guerrières dans les reportages sportifs, maintenant, vous voyez, avec la une de Libération, on file la métaphore sportive quand on appréhende des dossiers économiques et qu'on compare l'Allemagne et la France. La couverture médiatique des rencontres France-Allemagne a rarement fait l'économie d'un recours aux clichés essentialistes et aux métaphores guerrières. Mais finalement, pour reprendre la terminologie de Norbert Elias dans son œuvre fondatrice qui confère aux études consacrées au football le vernis de l'excellence académique, donc en français, ça s'appelle la violence maîtrisée, le sport dans le processus de civilisation. Norbert Elias, je vais reprendre ces termes. Donc, on peut dire que ce recours aux clichés essentialistes, aux métaphores guerrières, fait partie d'un processus de civilisation qui exige que fussent trivialisés les souvenirs des batailles passées pour arriver à une progressive maîtrise de la violence du ressentiment. Alors, chers collègues, chers étudiants, malheureusement, le 13 novembre 2015, il n'y avait rien de trivial dans le débridement des émotions, des effrois, de l'horreur qui a saisi les supporters allemands et français quand ils ont dû regagner la pelouse pour un envahissement qui n'avait rien à voir avec le football. Et malheureusement, pendant longtemps, on se souviendra dorénavant d'un France-Allemagne dont personne ne se soucie du score. La question sécuritaire sera une obsession principale, non seulement pour les organisateurs de l'Euro, qui va se dérouler en France dans 10 semaines, mais aussi pour les acteurs sur la pelouse et pour les spectateurs. Je vous remercie de votre attention.